Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement socialement responsable ou aux thématiques ESG de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous essaierons de comprendre ensemble comment mener une stratégie d'investissement ESG. Que veut dire mener une stratégie d'investissement ESG? Nous en parlerons avec Marie-Pierre Payon, directrice de la recherche et de la stratégie ESG chez Groupama AM. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à un produit d'épargne connu de nombreux Français, le PEL. Le PEL redevient-il intéressant face à la remontée des taux de crédit immobilier? C'est une question que nous nous poserons en deuxième partie. Nous élargirons également un petit peu la discussion avec les différents choix qu'on peut faire en matière d'épargne dans un contexte inflationniste comme celui que nous connaissons actuellement. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Baptiste Roudillon, directeur de l'épargne chez LCL. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec Investir responsable, le rendez-vous de Smart Patrimoine dédié à l'investissement socialement responsable, aux thématiques ESG. Parfois, l'investissement a impact, beaucoup de définitions justement sur ces stratégies d'investissement. Et pour clarifier un petit peu ce que veut dire concrètement une stratégie d'investissement ESG ou responsable, quels sont les choix qui sont faits, nous avons le plaisir d'être accompagnés aujourd'hui par Marie-Pierre Payon, directrice de la recherche et de la stratégie ESG chez Groupama AM. Bonjour Marie-Pierre Payon. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors c'est sûr que l'ESG recouvre de nombreuses réalités, de nombreuses stratégies d'investissement différentes. On a un cadre réglementaire qui amène un petit peu plus de transparence sur le sujet et des appétences d'investisseurs de plus en plus fortes sur cette thématique d'investissement. Alors d'ailleurs, est-ce que c'est toujours une thématique d'investissement ou est-ce que ça devient une stratégie d'investissement? C'est peut-être là où vous allez me reprendre. Mais l'idée, c'est de comprendre ensemble ce que veut dire réellement mener une stratégie d'investissement ESG aujourd'hui. Comment ça fonctionne, Marie-Pierre Payon? Alors, aujourd'hui, ça commence pour Groupama Asset Management depuis très très longtemps, puisqu'on est dans cette recherche d'intégrer les critères ESG depuis le début des années 2000. Donc, c'est pas un phénomène nouveau. Mais en fait, c'est un phénomène qui s'est généralisé avec finalement l'arrivée de la réglementation, qu'elle soit française, qu'elle soit européenne, qui a permis d'accélérer ce mouvement, qui est un mouvement de fond. Bien sûr. Et également avec les évolutions des demandes des clients qui nous demandent de prendre en compte pas seulement les éléments financiers dans une décision d'investissement lorsqu'on choisit un titre, mais également de prendre des éléments non financiers, extra-financiers, ESG, prenons le mot que l'on veut, c'est-à-dire des éléments qui sont l'environnement, le social, le sociétal, la gouvernance, qui peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la valeur dans laquelle nous voulons investir, et tout ça en prenant une considération de quel va être véritablement cet impact. Alors ça, effectivement, c'est, j'avais dire, la théorie, mais après, dans la pratique, quand on vous donne effectivement ce cahier des charges, comment est-ce que vous allez déterminer les stratégies ESG? Parce qu'on rappelle ESG, donc c'est environnement, social, sociétal ou gouvernance. En fait, on va aller regarder des entreprises sous des angles très différents. C'est-à-dire qu'on voit pas mal de critiques arriver aujourd'hui sur des stratégies ESG parce qu'elles ne prennent pas suffisamment en compte l'enjeu climatique. Pour autant, quand on regarde ESG, j'ai envie de dire, la mission de l'ESG n'est pas le climat, mais le climat en fait partie. Alors comment est-ce qu'on articule ces volontés multiples d'investisseurs dans une stratégie ESG? Alors je crois que la première chose, c'est qu'il n'y a pas une stratégie ESG. D'accord. Il y a des stratégies ESG. Et c'est en fonction de l'objectif que vous donnez à votre fonds. Donc soit vous avez effectivement un fonds qui peut être purement environnemental ou purement climatique. Donc là, vous allez zoomer sur les enjeux du climat, que sont effectivement, et regarder la trajectoire des valeurs, la trajectoire climat des valeurs. Mais vous pouvez avoir, sans pour autant négliger les autres piliers que sont le S et le G. Vous allez faire un zoom sur cette thématique. Et puis, vous pouvez avoir une approche beaucoup plus globale, de type intégration ESG, où l'on dit aujourd'hui, il est clair que depuis un certain nombre d'années, alors remontons pas plus loin que la crise financière, mais on voit bien que prendre en compte
uniquement des critères financiers dans des décisions d'investissement pour un gérant, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi prendre d'autres types de critères. Et ça peut être le E, le S, le G, c'est variable suivant le secteur, suivant la valeur, sans pour autant en privilégier l'un par rapport à l'autre. Il y a un lien entre critères financiers, critères extra-financiers. C'est ce qu'on peut lire souvent. La prise en compte de critères extra-financiers permet par exemple de prévenir des risques au niveau financier ou au niveau de l'activité de l'entreprise, au niveau de la rentabilité de l'entreprise. Alors nous, ça a toujours été depuis 20 ans, notre manière de faire de la finance durable. D'accord. On a toujours dit, c'est pas une mode. C'est aujourd'hui, si on veut revenir dans une approche plus de moyen long terme, sortir du court-termisme tel qu'on l'en a connu sur les 30 dernières années et qui nous ont amené à un certain nombre de désastres sur un certain nombre de valeurs, eh bien, ne nous arrêtons pas à la lecture du compte de résultat, à la lecture du bilan. Il y a d'autres éléments qui vont permettre de comprendre comment on arrive à créer ces résultats. Et ces éléments-là, ce sont des éléments plus immatériels, difficiles à quantifier. Et c'est tout là le problème, puisqu'on est dans un monde où effectivement on aime bien tout quantifier. Avec le monde financier, vous avez des comptes des résultats, des bilans, des flux. Avec l'extra-financier, vous avez un problème à la base de données, une donnée qui n'est pas normalisée. Donc vous avez un fleuve d'informations. On ne peut pas dire qu'on n'a pas d'informations, on a plutôt trop d'informations qui tuent l'information. Mais du coup, il va falloir... Mais qu'on a du mal à comparer d'une entreprise à une autre, alors, exactement. C'est ça ? D'accord. On a du mal à comparer, mais on va travailler par secteur. On va dire, voilà, ce secteur, voilà quels sont ses enjeux E, quels sont ses enjeux S, quels sont ses enjeux G, voilà ce qu'il doit résoudre, voilà les opportunités qu'il a, et après on va travailler valeur par valeur et on va devoir adapter effectivement à l'analyse. Donc si je comprends bien, quand on parle d'une entreprise connue pour être très polluante, là effectivement on peut comprendre, on peut identifier assez naturellement où est-ce qu'on va aller chercher les données en matière de E par exemple, donc en lien avec l'environnement, mais pour des entreprises dont l'impact sur l'environnement, qu'il soit positif ou négatif, est moins connu, ou l'impact social est moins connu, il est très compliqué de comparer plusieurs entreprises du même secteur avec une donnée uniformisée aujourd'hui. Exactement, il est très difficile, d'où les travaux qui sont menés au sein d'ailleurs de la réglementation européenne qui s'appelle CSDR, qui est en fait le travail qu'a fait les FRAG l'an dernier, puisqu'il y a eu une consultation cet été, l'enjeu étant de normaliser les données extra-financières. Ce n'est pas le seul organisme qui cherche à normaliser ces données, mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, le nerf de la guerre pour que précisément on arrive à comprendre ce que c'est une stratégie ESG pour qu'on arrive à bien répondre à vos questions et que ce soit l'investisseur se dise mais attends, à telle stratégie ESG, comment je la compare et compris l'investisseur avec une autre stratégie. Oui, parce qu'en fait, il y a toujours ce questionnement d'incompréhension parfois où on va retrouver des fonds ESG qui vont mettre en avant des stratégies ESG et on va retrouver des entreprises que soi-même on n'aurait jamais mis finalement dans un fonds ESG parce que en fait on veut faire de l'ESG mais on a une sensibilité qui est plus proche sur l'environnement ou alors sur la gouvernance ou sur le social. Et comment expliquer par exemple que certaines entreprises très polluantes se retrouvent quand même dans des stratégies ESG? Et ça, c'est des questions j'imagine on doit vous poser souvent. Exactement, ce sont des questions qui arrivent très 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 souvent. Donc là, il faut pouvoir démontrer, et c'est ce que vise la réglementation, avant tout de montrer, dites-nous ce que vous faites et comment vous le faites. Et donc on doit expliquer quel type d'analyse on a mis en place, comment nos gérants se saisissent de ces données pour après prendre la meilleure décision d'investissement. Et effectivement, quand vous avez des entreprises qui sont par définition dans un secteur polluants, pour ne parler que des énergies fossiles. Ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas prendre la valeur dans votre portefeuille. À partir du moment où la valeur affiche une trajectoire en phase avec la réglementation européenne, donc de neutralité carbone en 2050, et qu'en même temps, elle a mis en place une gouvernance spécifique pour mettre en place cette stratégie climat et que par ailleurs, elle respecte des enjeux sociaux et sociétaux. Donc on va regarder plutôt ce qui est en lien avec la transition d'une entreprise, même si ça peut faire partie des plus gros pollueurs ou en lien avec son secteur d'activité. On va regarder finalement les engagements pris ou les directions prises par l'entreprise plutôt que l'entreprise à un instant T ou l'historique de l'entreprise. C'est bien ça? Alors on va quand même regarder l'historique et le point de départ. Mais effectivement, ce que l'on va aussi demander aux entreprises, c'est expliquez-moi quelle stratégie climat, si on est sur le climat, vous mettez en place
pour arriver à l'objectif que vous annoncez d'être conforme au 1,5 degré, par exemple. Donc, est-ce que ça ne va pas tomber du ciel? Quels investissements? Tout simplement, on va leur poser la question, mais quel type d'investissement? Comment vous réorientez vos business models? Est-ce qu'il y a des activités que vous arrêtez? Est-ce que vous vous lancez dans d'autres types d'activités? Donc, tout ça, ce sont des questions que l'analyste et le gérant doivent poser à l'entreprise. Donc, quand il y a des one-to-one avec les top management, on ne se limite plus à leur demander d'expliquer comment ils sont arrivés à tel résultat. On leur demande, OK, maintenant, vous nous expliquez concrètement comment vous faites. Oui, prouvez-le-moi, quoi, quelque part. Exactement. En lien avec de la pédagogie surtout, alors toujours une question sur ce sujet, alors énergie fossile, mais de manière plus générale, mais effectivement, c'est un sujet qui revient régulièrement, c'est que on sent quand même cette volonté de dire il y a des entreprises dans lesquelles on ne veut plus avec lesquels on ne veut plus être associé quand on est investisseur particulier. Du coup, j'imagine qu'il y a un moment où il y a de la discussion entre le gérant et l'investisseur particulier pour lui expliquer, bah oui, mais globalement, l'entreprise idéale dans laquelle vous voulez investir, elle n'existe pas aujourd'hui. En revanche, on a celle-là dans lesquelles on doit investir. Et donc voilà la stratégie qu'on met en place. Et il y a des points d'accroche, des compréhensions quand même à un moment où... Il y a déjà une grande discussion au sein même de la société de gestion. D'accord, oui. Et parce que c'est important que les équipes, que ce soit les équipes de recherche, les équipes de gérants, les équipes de risque, les commerciaux, tout le monde soit bien au courant comment on va construire nos portefeuilles. Il y a des sociétés, parce qu'elles sont dites des sociétés controversées, eh bien, on les exclut de tout investissement. D'accord. Donc avec une méthodologie, avec un comité, enfin ça c'est très, très processé, hein, comme on l'est sur le financier. Et donc là, on va avoir cette liste et on va dire à un client, non, nous, on ne peut pas investir dans cette entreprise parce qu'elle fait l'objet de controverses sur tel ou tel sujet, pas forcément que sur le climat d'ailleurs, hein. Ça peut être sur des controverses, sur des enjeux plus sociétaux. Et donc à ce moment-là, on va devoir, mais par contre, il va falloir expliquer, il va falloir être transparent, il va falloir expliquer pourquoi. Ça, c'est en interne. Et alors, toujours en interne, j'imagine que... question pratique pour les gens qui veulent aujourd'hui, qui décident que leur épargne doit aller plutôt vers de l'investissement, en lien avec des stratégies ESG. Comment ça se passe? C'est-à-dire que tous les analystes sont formés à l'investissement ESG, tous les gérants sont formés à l'investissement ESG, où il y a une vérification derrière en fonction des choix qui sont faits, il y a de la formation sur le sujet. Comment ça fonctionne? Alors là, vous touchez du doigt un point très important. Quand on veut être véritablement un investisseur responsable, il faut effectivement se mettre en ordre de marche. Et le meilleur élément pour se mettre en ordre de marche, c'est de former ses collaborateurs. Donc, on a des équipes qui sont formées depuis longtemps, j'ai envie de dire le front office, c'est-à-dire gérant, analyste. En fait, ça fait 20 ans que je vous dis qu'on est sur l'investissement responsable. C'est pas tout récent. On a quand même amélioré des choses en 20 ans. Je pourrais citer le fait déjà que nos analystes sont analystes financiers et ESG en même temps. D'accord. Ouais. Donc ça se fait au niveau de l'analyste. D'accord. Ça se fait déjà au niveau de l'analyste. Nos gérants, on n'a pas des gérants ESG et d'autres gérants non ESG. Ce sont des gérants qui peuvent gérer des fonds ESG et des fonds qui n'ont pas d'objectif ESG, qui sont article 8. Et parallèlement à ça, on s'est dit, pour accélérer ce processus d'évolution vers un monde plus ESG, plus finance durable, pour se mettre en ordre de marche avec la réglementation, mais aussi pour répondre aux attentes de nos clients, il faut que tous nos collaborateurs soient formés. Donc, dans notre plan stratégique sur l'ESG, on a un gros programme de formation de nos collaborateurs. Tous les collaborateurs de la maison sont formés. Il y a un programme qui va de 8 à 16 heures de formation par an, avec à peu près 8 à 16 modules que chacun doit suivre en fonction des métiers. Mais pour nous, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'on sera véritablement un investisseur responsable si nos collaborateurs comprennent ce qu'il y a derrière le terme de finance durable. Bien sûr, et que ce soit du coup une démarche proactive effectivement de tous les analystes ou de tous les gérants. Merci beaucoup Marie-Pierre Payon d'avoir répondu à nos questions. C'est vrai que c'est un sujet qui a pas mal besoin de pédagogie quand même, et d'essayer de comprendre concrètement derrière l'enjeu et derrière l'engagement, comment concrètement sont menés les investissements. Je rappelle que vous êtes directrice de la recherche et de la stratégie ESG chez Groupama AM. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à un produit d'épargne bien particulier dans un premier temps, le PEL, le plan épargne logement. Alors, un
produit d'épargne qui peut paraître simple, mais qui a quand même sa complexité, puisqu'il existe plusieurs types de contrats PEL, et ce PEL offre notamment des droits, notamment en termes de taux de crédit immobilier, si tant est qu'on ait ensuite, dans un deuxième temps, un projet d'achat immobilier. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Baptiste Roudillon, directeur de l'épargne chez LCL. Bonjour Jean-Baptiste Roudillon. Bonjour Nicolas. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous sur le plateau. C'est vrai que l'épargne face à l'inflation pose un certain nombre de questions, et du coup le PEL dans un contexte inflationniste, dans un contexte de remontée des taux immobiliers, pose encore plus de questions. Avant de revenir un petit peu sur les questionnements qu'on peut avoir autour de ce placement, on va peut-être le redéfinir ensemble, parce que c'est vrai que c'est pas forcément simple à comprendre pour tout le monde. Il y a ouvrir un PEL aujourd'hui n'est pas la même chose que d'être titulaire d'un PEL qu'on aurait ouvert il y a 15 ans par exemple. Alors voilà, effectivement, le produit est à la fois simple et complexe. Simple parce que dans sa définition, c'est un plan d'épargne qui est réglementé, c'est-à-dire que les conditions sont les mêmes pour tout le monde dans tous les établissements au même moment. Et il est simple dans la mesure où ce plan, il permet à la fois de rémunérer l'épargne que l'on y dépose à un taux qui est fixe et qui va être le même pendant toute la durée du plan. Et il donne également accès au terme du plan à des conditions de crédit, à des taux définis également à l'avance. Donc du coup, c'est un produit très lisible. Quand on l'ouvre, on sait exactement à quel taux l'épargne sera rémunérée et à quel taux de crédit on pourra souscrire au terme. La complexité, elle vient effectivement du fait qu'ouvrir un plan d'épargne logement aujourd'hui, ça n'est pas la même chose que l'avoir ouvert il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Parce que les taux n'étaient pas les mêmes, c'est ça? Exact. Alors, pour différentes raisons, c'est qu'en fait le plan d'épargne logement existe depuis des décennies, je crois 1969 si je ne m'abuse, et que le plan d'épargne logement a évolué sous le plan de la rémunération et des conditions de crédit en fonction de l'évolution des taux. Il y a eu d'autres types d'évolutions, notamment la fiscalité qui s'applique, notamment les durées pendant lesquelles on peut les maintenir ouverts, etc., etc. Donc en fait, un produit qui a évolué dans le temps et qui fait qu'aujourd'hui, 2 porteurs de plans d'épargne logement peuvent avoir entre les mains des produits totalement différents. Et alors, il y a des grandes différences en matière de rentabilité ou de fiscalité? Je ne sais pas si je l'ai ouvert aujourd'hui ou si je l'ai ouvert il y a 15 ans. Alors, ce qu'il faut, commençons par le plan d'épargne logement qu'on ouvrirait aujourd'hui. On l'ouvrirait à un taux de rémunération de 1%. Bien sûr. Et c'est le cas. Ça, c'est fixé, c'est réglementé, ça ne bouge pas. C'est défini par l'État. Exactement. Et donc, c'est le cas, le 1% depuis 2016, me semble-t-il. Donc, c'est moins intéressant que le livret A aujourd'hui. Exactement. Qui, lui, a vu son taux augmenter, pas le PEL. Exactement. On peut le dire comme ça. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que la personne qui ouvre aujourd'hui un plan d'épargne logement sera fiscalisée sur les gains dès la première année. Et donc, si on prend un client qui a ouvert un plan d'épargne logement il y a 10 ans, lui, il a plutôt une rémunération aux alentours de 2,5. Et puis, la fiscalité, lui est différente. Donc voilà, c'est pour ça que... Il est moins fiscalisé, du coup Il est fiscalisé effectivement au terme du plan, pas forcément dès la première année. Ah oui, ça veut dire que sur les nouveaux PEL, si je mets 1 000 € et que donc du coup j'ai gagné 1%, comme c'est le taux aujourd'hui, j'ai donc gagné 10 €, je suis fiscalisé sur ces 10 €, c'est ça? D'accord. Dès la première année. Dès la première année, même si j'ai pas sorti cet argent. Exactement. D'accord. Bon, alors ça c'est pour la partie effectivement taux. On va décrypter encore un peu le PEL avant d'essayer de comprendre comment il se positionne dans l'environnement actuel. Alors vous avez dit, on a accès à un taux de crédit immobilier défini. Moi, j'allais dire avantageux parce qu'à l'époque où, effectivement, les taux étaient plus élevés, on avait dans le PEL des taux plus avantageux que le marché, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais effectivement, ça donne le droit à un taux de crédit immobilier défini si on casse son PEL, si je puis dire, pour réaliser un achat immobilier. Exactement. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre sur le plan d'épargne logement, c'est qu'il est rarement intéressant à la fois pour la phase d'épargne et à la fois pour l'octroi de crédit. Et généralement, c'est l'un ou c'est l'autre. Si on est dans la configuration actuelle, et notamment dans une perspective de revalorisation des taux, on peut considérer qu'ouvrir un plan d'épargne logement avec une rémunération de 1%, c'est
pas extraordinaire et ça n'est pas forcément très attractif, notamment vous compariez au livret A ou au DDS, livret de développement durable et solidaire. En revanche, le taux de crédit pour quelqu'un qui ouvre un plan d'épargne logement aujourd'hui serait de 2,20% au terme du plan. Et là, on peut imaginer effectivement que dans une logique de remontée des taux, obtenir un crédit dans 10 ans ou dans 15 ans à 2,20% peut être effectivement très attractif. Bien sûr, oui, parce que quand on regarde, alors là, effectivement, je regardais ce que nous donnaient les données de l'Observatoire Crédit Logement, donc sur les taux moyens pratiqués. Alors c'était à fin juillet, puisqu'on n'a pas encore les nouveaux éléments pour le mois d'août, mais à fin juillet, on était sur un taux moyen à 1,68% contre 1,52% en juin. Ça, c'était moyen. Et si je regarde pour les crédits sur 25 ans, on est à 1,79% avec un taux d'usure qui, lui, est aux alentours de 2,57 si je ne dis pas de bêtises pour 20 ans et plus. Après, ça dépend effectivement toujours du calendrier, d'étalement du crédit, mais 2,57. Là, ça veut dire, donc, d'ailleurs, on entend pas mal de courtiers nous dire qu'ils ont du mal à faire passer des dossiers. Là, on ouvrirait un PEL aujourd'hui, on aurait 2,20. Donc, ça veut dire que mécaniquement, si la tendance continue, alors on n'a pas de boule de cristal ici, mais si la tendance continue à être ce qu'elle est aujourd'hui, dans 6 mois, un taux sur un PEL ouvert aujourd'hui serait plus intéressant que ce qu'on pourrait nous proposer quand on irait voir son banquier. Alors à 6 mois, je ne sais pas, et puis en plus la question se pose moins parce que c'est vrai que le bénéfice du taux privilégié sera au terme du plan, donc pas avant minimum 4 ans. D'accord, oui, donc il faut avoir un projet lointain d'achat et que ça continue à monter. Mais en tout cas, sur le principe, oui, aujourd'hui on peut considérer qu'il y aura plus d'intérêt à souscrire un plan d'épargne logement dans une perspective de souscription d'un prêt immobilier, plutôt que dans une logique de valorisation de son épargne. On privilégiera plutôt, si c'est ça l'objectif premier, les livrets A et LDDS et autres types de placements. Donc on a répondu à une des questions centrales de ces interviews, c'est le PEL redevient-il intéressant face à la remontée des taux? La réponse est oui. Mécaniquement, quand on a du 2,20 proposé, on verra si c'est toujours ça dans 6 mois, proposé sur le PEL ou autre, mais ça devient une stratégie à avoir en compte si on est inquiet de la remontée des taux de crédit immobilier et en même temps si on a un projet immobilier à moyen terme, si je comprends bien. Exactement. Et on revient du coup à ce qui a toujours été la raison d'être du plan d'épargne logement, c'est-à-dire faciliter la réalisation d'un projet immobilier, à la fois en constituant un apport et à la fois en facilitant l'accès au crédit à des conditions avantageuses. Toujours sur le PEL, effectivement, 1% si on l'ouvre aujourd'hui, on n'y va pas pour valoriser son épargne, surtout dans un contexte inflationniste où effectivement 1% ne permet même pas de compenser l'inflation. En revanche, quand on est déjà titulaire d'un PEL, qu'on l'ait ouvert il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans ou il y a 5 ans, est-ce que là, pour le coup, effectuer des versements sur son PEL reste intéressant aujourd'hui? Au cas par cas, on peut dire oui, mais ça ne sera pas non plus systématique, donc il faut tenir compte de la fiscalité qui s'applique, il faut tenir compte déjà de la capacité à faire un versement, puisque aujourd'hui, tous les plans d'épargne logement qui sont en vigueur n'offrent pas la possibilité de faire des versements complémentaires si les plafonds sont atteints, si l'échéance est également atteinte. Donc il faut je dirais, l'approche n'est pas si évidente que cela. Et je dirais le premier conseil qu'on peut donner à nos auditeurs, c'est tout simplement de se rapprocher des conseillers bancaires qui, eux, sont vraiment capables de porter cette appréciation sur la possibilité et l'opportunité de faire un versement complémentaire sur un plan d'épargne logement existant dans une logique d'optimisation de la rémunération. Mais on peut effectivement imaginer que finalement dans les dernières années, enfin depuis peut-être les 10 dernières années, c'est vrai que les souscripteurs de plans d'épargne logement l'ont plutôt été dans une logique vraiment de recherche de rendement, puisque les taux des plans d'épargne logement étaient finalement supérieurs aux taux vraiment court terme jusqu'au taux du livret A ces derniers mois. Bien sûr, oui, la remontée a été assez rapide aussi pour le livret A. Oui. Exactement. Et donc du coup, il peut y avoir effectivement un intérêt aujourd'hui pour des clients des personnes qui ont déjà des plans d'épargne logement à réfléchir à la possibilité d'y faire des versements complémentaires. Jean-Baptiste Roudillon, vous êtes directeur de l'épargne chez LCL. On est dans un contexte inflationniste sur le sol français, sur le sol européen, sur le sol américain. J'imagine que les clients qui viennent vous voir, que ce soit dans une stratégie patrimoniale pour des gens qui ont un peu de patrimoine ou pour ceux qui en ont un petit peu moins,
qui se disent comment gérer mon épargne actuellement face à l'inflation. Est-ce que je touche à rien en espérant que cette inflation va se réduire mécaniquement, ou est-ce que quand même je commence à effectuer certains arbitrages? Qu'est-ce qu'on leur répond? Alors en fait, beaucoup de questions se posent aujourd'hui autour de l'inflation, bien évidemment, mais au-delà de ça, il y a les questions autour des tensions géopolitiques, il y a des questions autour de la volatilité des marchés, il y a des questions autour des perspectives de croissance économique. Et finalement, ce sont tous ces paramètres-là qui sont à prendre en compte quand on doit, je dirais, gérer son patrimoine. L'inflation, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Il y a bien longtemps qu'on n'a pas vécu dans un environnement d'inflation. Donc c'est vrai que on n'a pas forcément aujourd'hui tous les réflexes, toutes les clés de lecture. Et donc c'est un des thèmes qui est assez majeur. Moi, je pense que la première des choses qu'il faut dire aux clients, c'est qu'en période, et aux investisseurs, c'est qu'en période d'inflation, il faut se réapproprier la notion de rendement réel. Alors qu'aujourd'hui, on a un petit peu tendance à raisonner sur les rendements faciaux Une inflation à 5% et un rendement à 2,5%, c'est 2,5% de perte et non pas de gain par rapport aux 5% d'inflation. Exactement. Donc c'est exactement ça. Et donc il faut sensibiliser les investisseurs au fait que pour être capable de compenser l'effet de l'inflation, qui tourne aujourd'hui aux alentours de 5 à 6%, il faut aller chercher des rendements bruts faciaux qui sont au moins du même niveau. Sinon, on épargne, mais on s'appauvrit. Puisqu'en fait, on a une épargne dont le pouvoir d'achat correspondant se dégrade. Donc il faut être très très vigilant, et ça veut dire que quand on investit sur des placements court terme comme le livret A, comme le livret de développement durable et solidaire, il faut réserver à ces supports-là l'épargne dont on sait qu'on va avoir besoin, je dirais, à court terme. Bien sûr. Mais il ne faut pas aller beaucoup plus loin. Or, c'est un des constats que l'on fait actuellement, c'est que face à cette incertitude, le réflexe un peu naturel des investisseurs, c'est d'épargner déjà, en se disant je ne sais pas de quoi est fait l'avenir, donc j'épargne, mais ils ont plutôt tendance à épargner sans risque. Sur des supports liquides, très liquides, et donc du coup sur des rendements. Parce qu'il y a des craintes sur le pouvoir d'achat. Exactement. Mais effectivement, on perd de l'argent si jamais c'est de l'argent qu'on ne va finalement pas utiliser si elle n'est pas suffisamment bien rémunérée. Exactement. Alors, tout de même, aller chercher des rendements à 5, 6, 7% pour aller au-dessus de l'inflation, ça nécessite une prise de risque que tout le monde n'est pas prêt à effectuer aujourd'hui. Exactement, tout à fait. Ça, c'est le postulat effectivement de base, c'est de dire avoir plus de rendement, c'est prendre effectivement plus de risques. Et donc, je dirais, quand on prend plus de risques, il y a un minimum de précautions à respecter quand même, c'est prendre des risques prudemment. D'accord. En fait, ça consiste déjà à essayer d'identifier ce que l'on a comme objectif. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des risques quand on a un objectif à 6 mois. D'accord. Le temps permet de gérer Quand on ouvre un PEL pour acheter un appartement ou une maison dans 3 ans, on ne prend pas des risques avec son épargne. Voilà, d'accord. Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Donc ça, c'est la première précaution à prendre, c'est s'assurer qu'on a un temps suffisant devant soi pour pouvoir justement maîtriser dans la durée le risque. La deuxième précaution à prendre, c'est de diversifier ces actifs, c'est-à-dire que finalement on rentre dans des classes d'actifs qui sont risquées, mais dont le risque les uns les autres finalement se compensent et donc permettent de minorer le risque. Troisième précaution, on investit de manière régulière, progressive, plutôt que d'investir d'un seul coup à la veille d'une baisse de marché. Et donc ce sont vraiment les précautions de base. Et je rajouterai que on s'assure d'avoir un minimum de sensibilité, d'affinité, de capacité, je dirais, à supporter ou à gérer le risque et donc la volatilité d'un placement risqué. Si clairement on n'a pas cette sensibilité-là, bien évidemment, il faut s'abstenir, mais on n'optimise pas le développement de son patrimoine à terme. Merci beaucoup Jean-Baptiste Roudillon d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur de l'épargne chez LCL. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis. On espère vous avoir donné quelques clés aujourd'hui pour comprendre la gestion de son épargne face à l'inflation. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.